Alors, on a dit, le premier jour, le procureur s'exprime, les mêmes là, Oui. qui nous interdit d'en parler. Il ne nous a pas interdit. Il nous a interdit. Non, à Boïndé commérage. Mais les premiers jours, il vient, il dit non, mais écoutez, nous avons arrêté quelques suspects. Sa première communication. Il a commis beaucoup d'erreurs dans cette affaire. Beaucoup d'erreurs dans cette affaire. En principe, le chef de l'État devrait les remplacer. Je crois qu'il n'est pas à la hauteur. Il ne mérite pas d'être là. La République mérite mieux. Maintenant, c'est lui que je critique. Je ne critique pas ce qu'il a fait dans les dossiers. C'est lui-même que je critique. J'en ai le droit. Le premier jour, il dit quoi? Il dit non, nous avons arrêté quelques suspects. Qui étaient ces suspects? Les chauffeurs de Chéribé Okende et son garde du corps. Évidemment qu'ils font partie des premiers suspects. 2 mois après, on libère les chauffeurs. Les Chéribé. Sans procès. On les libère. Non. Après enquête. Il est en liberté. Il n'y a pas eu de procès. Après enquête et audition. Il n'y a pas eu de procès. Après enquête et audition. Après une on l'a présenté comme suspect. Oui. On l'a présenté comme suspect. Suspect présumé, oui. Très bien. On l'a présenté comme suspect. Et puis, on a dit aussi que les gardes du corps étaient parmi les suspects. Aujourd'hui, un procureur vient à la télé, il dit, écoutez, Chéribé s'est auto-flagellé. Il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Qu'est-ce fait les chauffeurs, les gardes du corps de Chéribé en prison? C'est avec son arme. C'est-à-dire qu'il est innocent. C'est-à-dire qu'il est innocent. Mais il a utilisé son arme. Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous avez dit sur lui? Un instant. Non, mais je me pose la question. Le procureur j'ai parlé avec de la Cour de cassation fait quoi? Je parlais avec toutes les allégations faites sur les chauffeurs de Chéribé et son garde du corps. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Où commence le mystère, finit la justice. Même si un autre penseur relativise en estimant que la justice est une illusion. Est-ce le cas dans le contexte qui est le nôtre? Quand le président s'en prend à la justice, la qualifie des malades, et que l'on voit, quelques jours après, un avis, des conclusions dans les enquêtes, dans l'affaire Chéribé Okende, une thèse qui a du mal à percer dans l'opinion. On reviendra dans l'émission notamment sur les menaces proférées par le procureur général près la Cour de cassation. On reviendra sur tout ça dans l'émission. Mais il n'y a pas que ça. On a entamé le dernier virage vers la formation du gouvernement. Du côté de l'Assemblée nationale, on ne sent pas l'urgence. 2 longues semaines, rien que
pour travailler sur le règlement intérieur. Document qui existe déjà, pourtant. On verra bien si on n'a pas le sens de l'urgence dans un pays où, carrément, tout est à refaire. Mais dans l'entretemps, c'est le moment que certains profitent pour donner des coups bas à d'autres. Dans l'émission, on reviendra également sur la course à l'hôtel de ville de Kinshasa. Vous êtes au bon endroit. Et ça arrive à pic, parce que vous tombez au bon moment. On a beaucoup de choses, des surprises agréables les unes des autres à vous donner au cours de cet entretien. Et bienvenue, parce que vous êtes chez vous. Du bon temps de télé, comme on aime bien le dire ici. Émission que vous aurez également regardée sur Télé News, notre télévision partenaire qui nous a aidés pendant ce temps difficile que nous avons connu. Et merci à ceux qui continuent à s'abonner. Et à ceux qui vont s'abonner après cette émission, on va faire 10 000 abonnés ce soir. On est à 9 200 quelque chose. Allez, on veut fêter le 10 millième. Ça c'est dit? Abonnés. On a fait venir Patrick Lokala. On dit depuis un temps qu'on a une ressemblance parce que nous portons tous deux le noir et blanc. Bienvenue. Merci Patrick. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre Kayembe. Merci. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui vont nous regarder de partout. Ouais. Bonjour également aux abonnés de Politicon. Ah oui, Politicon, RDC, votre nouvelle adresse, en effet. C'est ça, hier je faisais rire mes followers de Télénews RDC. Ouais. Quand écoutez, nous on va abandonner Jean-Pierre Kayembe une fois qu'il atteint la barre des 10 000 abonnés. Ah non, faut pas nous abandonner encore. Là, c'est aller peut-être là, on vite. va les considérer comme un concurrent. Non, c'est aller vite, Non, mais on c'est- a encore besoin de votre soutien. C'est juste une façon de rire. Avant tout, ouais, pour avant ne tout. pas vous couper, je voudrais, vous ou toi, on peut se tutoyer ou si vous voyez, merci pour votre apport. Dans cet épisode difficile qu'on a connu, vous avez joué un rôle très déterminant. Vous-même, notre confrère Louis-France Kouzikessa et d'autres confrères, ici ou ailleurs, qui nous ont aidés à passer le message que notre ancienne chaîne avait été piratée et qu'on avait une nouvelle adresse. On voit certaines de nos émissions qui sont diffusées chez vous dans le besoin, le souci évidemment de dire à l'opinion que non à la balkanisation est un souci, on a une nouvelle adresse. La main sur le cœur et toute l'équipe ensemble, on vous dit merci. Ah oui, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est demander encore une fois à ceux qui vont nous suivre de continuer à s'abonner à Ouais. Politicon. Politicon RDC, je trouve quand même que c'est injuste. J'ai échangé avec mon collaborateur direct hier, Dirikou Loukeba, qui regardait une émission chez vous, je crois avec l'aîné, Claude Machala, que je vais Ouais. d'ailleurs inviter avant la fin de la semaine. Une émission regardée à plus de 50 000 vues, mais qu'on n'a pas vu ces gens s'abonner à la chaîne. Oui, oui. Nous trouvons que c'est injuste. Ça, c'est Vous juste. appréciez le contenu, mais vous ne vous abonnez pas. Non, écoutez, cher ami, abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Imaginez les 90 000 personnes qui ont regardé l'émission avec Jean-Marie Kassamba. Ah oui. Les 50 000 personnes qui ont regardé l'émission avec Claude Machala à 24 heures. Ouais. Mais si vous tous, vous aviez décidé de vous abonner. Ouais. Écoutez l'émission aussi avec Papa Molière, chez nous, Ouais. à Télénews, c'était 100 000 vues. autour de 100 000 vues. Écoutez, si ces 100 000 personnes venaient s'abonner chez Politicon, Imaginez. ça aurait été une bonne chose. Maintenant, nous encourageons ceux qui vont nous suivre, Bana Poto, Bana Afrique, Bana Mokili Mobimba, Bana Congo. En tout cas, abonnez-vous pour donner du poids à Jean-Pierre Kayembe. J'ai dit que ce qui a changé, c'est le nom. Ouais. Mais le contenu et la détermination est resté. Le fond n'a pas sont changé. restés le même, allais-je dire. Et Merci donc, bien. continuez à rester fidèle avec Jean-Pierre Kayembe. Belle entrée en matière Voilà. avec Patrick Lokala. Ça va être une très très belle émission. Et vous allez le voir. Pensez d'abord à nos concitoyens qui sont en difficulté. Parce qu'ici, on dit que défendre l'autre, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Exactement. Pensez d'abord à Stanis Boujakera. On a pensé la semaine passée que Bakopé, ça y est, liberté provisoire. Mais Tomoni, encore une fois, demande la liberté. Naïe, rejetée par le tribunal. Oui, mais Après, ce écoutez, que Makabotata Mokonzalobaki, na briefing avec Ndeko Patrick Mouyaï. il faudrait qu'à un moment donné, que le collaborateur du président Tshisekedi s'active à lier la parole du président aux actes qui doivent être posés.
il y a un écart entre ce que le président dit souvent et ce qu'il fait. Ce n'est pas une bonne chose pour un président de la République qui doit voir sa parole être respectée. En réalité, dans les théories des langages, les paroles du président de la République sont des actes. C'est comme ça qu'un président de la République on force des lois, comme on dit. Oui, ne peut pas se prononcer à tout moment. Je ne peux pas, moi, comprendre que le président de la République ait dit devant la presse, en face de notre aîné Jean-Marie Kassamba, que je vais fourrer mon nez dans cette affaire. Il va finalement voir clair dans cette affaire pour que notre confrère qui est innocent soit libéré, mais qu'après, on voit toujours qu'il n'y a aucune volonté dans le sens de relaxer notre confrère. Est-ce qu'on peut rejeter, est-ce qu'on peut interpréter ce rejet comme une justice qui essaye de montrer, de donner l'impression qu'elle est indépendante, qu'elle ne subit pas les pressions, qu'elle ne va pas s'exécuter parce que le président avait aussitôt demandé ou annoncé qu'il va fourrer son nez là-bas. Je crois qu'on ne devait pas voir les choses de cette manière-là. À mon humble avis, je crois que si Stani Boujakira était un criminel, le président de la République n'aurait pas pris les risques de dire qu'il y mettrait son nez dans cette affaire pour que le gars soit libéré. Et il ajoute que Stani est aussi victime d'une justice malade que lui-même a dénoncée. Et donc, Stani n'est pas un criminel. Je crois que si il n'était pas innocent, le président de la République, le premier citoyen, ne pouvait pas dire à la face du monde qu'il va faire en sorte que Stani ne soit pas toujours la victime de cette justice malade. Et donc, c'est à ce titre que la justice devrait se pencher pour que notre confrère soit libéré. Cette affaire de Stani Boujakira a beaucoup sali la justice congolaise parce que nous l'avions dit ici comme ailleurs. Le message a été plus d'une fois relayé par nos confrères de la presse internationale que Stani ne pouvait pas être arrêté pour des faits qu'il n'a pas commis. Dans quel pays au monde on peut juger un compatriote, un citoyen pour des faits qu'il n'a pas commis? Donc personne n'est responsable des faits qu'il n'a pas commis. Alors que Stani n'a pas signé l'article, il n'était là pour rien, mais on s'est acharné à le juger. Et cela a confirmé la thèse du président de la République qui dit que la justice est malade. Et donc il faudrait que la justice se ressaisisse. Il n'y a pas à démontrer de l'indépendance dans une affaire qui n'en est pas une. Dans tous les cas, ce n'est pas dans l'affaire Stanis que vous allez nous prouver que vous êtes indépendant, parce que le magistrat suprême lui-même a dit que vous n'êtes pas sérieux, que vous êtes malade. Voilà, et le contraire m'étonnerait. C'est triste. Nous souhaitons que notre confrère soit relaxé pour qu'il rejoigne la rédaction. La place du journaliste n'est pas au niveau de la prison. C'est ici l'occasion d'ailleurs de rappeler au président de la République ces multiples promesses faites à la presse, notamment à l'occasion de ce briefing avec Jean-Marie Kassamba, où on a quand même posé le problème du Congrès. Aujourd'hui, nous sommes très affaiblis parce que la corporation est inexistante. L'UNPC, à mon humble avis, n'existe presque plus. C'est une coquille vide en ce moment. Je ne vais pas dire ça, mais je dis que l'UNPC n'existe presque plus. Parce qu'au moment où elle existait, elle nous permettait d'échapper quand même à certaines traques de la justice, parce que nous, on a notre propre justice, et que souvent, lorsqu'un journaliste est sanctionné au niveau de la corporation, la justice n'a plus d'intérêt à le poursuivre, même si celle-ci est indépendante et posait des actes indépendamment des actes posés par la corporation. Mais c'était un moyen qui nous permettait de régler nos problèmes entre nous et d'être en bon terme avec nos partenaires, avec nos sources. Vous aviez vu à l'époque, par exemple, pour le cas de l'honorable Mende, au lieu d'aller avec Peter Tiani en justice, il est allé à l'UNPC, l'affaire a été résolue. C'est ce que nous voulons. Il faudrait aujourd'hui que la demande de Jean-Marie Kassamba sur les financements du congrès de l'UNPC soit exaucée par le président de la République pour que nous ayons de moyens. Parce qu'au-delà de tout, l'UNPC est partenaire de l'État. Lorsque nous avons une crise comme celle-là, il faudrait que l'État nous accompagne, nous donne des moyens et nous allons nous organiser pour que la corporation soit à mesure de sanctionner le journaliste fautif et au moins être ces ponts qui nous permettaient
d'être en contact avec l'État et de ne pas aussi beaucoup déraper parce qu'on sait que les juges qui sont nos pairs sont toujours là pour nous sanctionner. Moi, par exemple, j'ai été sanctionné plus d'une fois, même si j'étais allé en appel pour obtenir l'annulation de la peine. Mais cela nous permettait d'atténuer certains chocs, d'entrer en contact, de trouver des arrangements avec des personnes qui sont souvent lésées par notre travail. Parce que nous ne sommes pas protégés, Jean-Pierre, par la loi. Ouais. Vous savez, par exemple, la définition de ce qu'on appelle la diffamation. La diffamation. Tout fait vrai ou faux qui porte atteinte ou préjudice à autrui. Les gens peuvent se voir être conduits devant le parquet pour tout fait vrai ou faux. Il suffit que celui sur qui vous avez dit des choses se plaigne, que ces choses soient vraies ou fausses. Il peut vous porter plainte et on vous arrête. On n'est pas protégé. Mais si nous sommes à l'UNPC au niveau de la corporation, on peut trouver des sanctions pédagogiques. Parce qu'il n'y a pas de prison pour ça. Merci bien. Merci et trouver des arrangements entre nous, c'est toujours bien. Et donc, je vais demander à Jean-Marie Kassamba de rencontrer toutes les tendances de la presse. Cette presse est caricaturée comme c'est la presse de la majorité, tout comme de l'opposition, pour qu'ensemble nous trouvions des moyens de discuter avec l'État, pour qu'on ait le moyen d'aller au Congrès, parce que c'est important, c'est pour notre survie, c'est pour la survie de la corporation. Oui, mais en subventionnant la tenue du Congrès de notre corporation, il ne faudrait pas penser que les journalistes seront désormais à la solde du pouvoir. Parce que c'est ce qui s'est passé en 2020, je crois, quand nous sommes allés au Congrès de Mwanda, financé par la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru, Topé Mbote. Beaucoup ont commencé à penser que la maman finance qui, les journalistes ne peuvent plus se montrer critiques. Dans le but que c'est maman, comme maman kanisaki. Mais beaucoup ont pensé. Non. Maman sali boye, bah journaliste batia kanase. Nous on a notre boulot. On ne le fait pas par haine, on ne le fait pas par jalousie, on le fait parce que nous aimons foncièrement ce pays. Il faut qu'on avance. Non, la corporation avant tout, Jean-Pierre Caïm, même s'il y a beaucoup de choses. Mais nous parlons rarement de nous. Ce que nous disons est tellement important qu'il faut peut-être que ça peut interpeller ceux qui nous suivent ou les autorités. Vous savez, l'UNPC, c'est une association. Même si elle est reconnue par l'État, l'État lui a donné les compétences de délivrer l'identité professionnelle de journaliste. L'État lui a donné cette autorisation. Et donc, l'UNPC fonctionne aussi avec des legs, des dons de ses partenaires. Et l'État est parmi le partenaire de l'État. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'appartement que nous avons au niveau à côté de Botour ici, cet appartement nous avait été offert par l'ancien président Joseph Mobutu. Vous imaginez? C'est lui qui nous avait donné cette adresse. L'UNPC vit dans ses propres locaux grâce à l'État. Et donc, on ne peut pas éviter l'État. Nous sommes des partenaires de l'État. Et lorsque nous avons des problèmes, l'État a l'obligation de nous soutenir. Parce que l'État fait aussi la promotion de la presse, la promotion de la liberté de la presse. C'est à ce titre que l'État devrait nous accompagner, nous soutenir. Mais cela ne veut pas conditionner notre travail, notre indépendance, notre neutralité et notre objectivité. On avance. Il n'y a rien à voir. Par rapport à Stani, un autre confrère devenu politique, c'est Mike Mukebai Nkosso. Mike Mukebai. Victime de la haine de ceux qui se considèrent comme nos frères. Je ne peux pas admettre que Mike soit arrêté parce qu'il a refusé de soutenir son frère Moulouba, Félix Tshisekedi. C'est tout ce que Mike a fait de mal. Le fait d'avoir refusé de soutenir son frère Moulouba, on a décidé de l'arrêter comme ça. On dit plutôt qu'il a versé dans la haine tribale. Il n'y a rien de cela. Il n'y a rien de cela. J'ai suivi l'émission au cours de laquelle on a incriminé Mike Mukebai. Il n'a jamais fait de la haine, de l'incitation à la haine tribale. Le péché de Mukebai, c'est quoi? Nos frères du Kasaï ne supportent pas qu'un Kassaïen s'oppose à Félix Tshisekedi. C'est le problème que nous rencontrons. C'est le problème que nous rencontrons, vous et moi. Vous et moi, c'est le problème que nous rencontrons. Nous avons des difficultés aujourd'hui au pays, pas parce que nous sommes critiques envers les régimes, mais parce qu'on ne tolère pas que nous, Kassaïens, nous puissions dire que notre frère ne fait pas correctement son travail. C'est ça le problème de Mike Mukebai Nkosso. Pour cela, Mike doit être libéré. Mike, comme Stani Boujakira, est victime de cette injustice malade dénoncée par le président de la République. Pour finir, le cas de Salomon et Escadilla. Où est-ce qu'on en est? C'est encore une preuve éloquente d'une justice extrêmement malade.
Salomon arrêté pour une arme qui ne lui appartenait pas. Et le proprio en a même fait la revendication, mais non, comme il fallait l'étouffer, il fallait faire mal à Katumbi, on invente un autre dossier, et puis après le dossier n'évolue pas, mais il tombe quand même malade. Nous ne sommes pas au niveau du volet judiciaire, nous sommes ici au niveau du volet humanitaire. Salomon est malade. La même justice va demander les rapports des médecins. La même justice. Ce n'est pas sur la demande de Salomon Escadilla. C'est la justice qui avait fait la demande de vérifier si réellement Salomon Escadilla était malade. 19 hôpitaux ont dit à la justice militaire que Salomon est malade et qu'il devait être évacué à l'extérieur du pays. La même justice a dit non. Il doit mourir. C'est de ça que nous dénonçons, Jean-Pierre Kambé. Il est inadmissible que vous demandiez un rapport et que ce rapport dit que le prisonnier est malade, mais que vous refusez de lui accorder sa liberté provisoire pour qu'il aille se faire soigner. Alors que dans les mêmes circonstances, des temps et des lieux, il y a des prisonniers qui avaient bénéficié de la liberté provisoire pour se faire soigner. Évidemment. Le cas de Vital Kamerhe, le cas François Béa. Alors, Béa et Kamerhe sont-ils plus congolais que Salomon Escadilla? Je crois, comme l'avait dit le président de la République, oui, que Salomon Escadilla est aussi victime de cette justice malade qui ne sert pas les pays. Et ça, ce n'était pas la première dénonciation du président de la République. Rappelez-vous, il a dit, au lieu que la justice nous aide à élever la nation, c'est celle-ci qui travaille pour la destruction de la nation. Voilà des cas qui prouvent aujourd'hui que notre justice travaille en réalité contre le pays. C'est le chef lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Alors, il faudrait qu'au moins le président de la République, parce qu'ici, pour que les choses marchent, il faudrait que toujours lui mette son nez. Rappelez-vous même pour le cas de Bifor Bisselele. Oui. Vous vous rappelez? Tony Kankou. L'émission avec Marius. Ouais. Quand Tony dit que Fortuna Bisselele était abandonné, le dossier n'évoluait pas. Alors il lui fallait qu'il aille lui rendre visite et suivre les dossiers pour qu'il soit acquitté. Pourquoi? Parce qu'il était victime. Non, il a demandé. Ça, c'est Tony qui dit. Tony, pour ceux qui ne le savent pas, il est cousin du président. Il est dans l'émission avec Marius Munga, si vous ne l'avez pas suivi, Tony dit, j'ai demandé à ce que soit réexaminé le dossier. Le cousin du président. Le dossier Fortuna. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une immixtion du politique, de la famille dans les affaires de l'État? Vous savez, ça devient un dossier très complexe. Mais au moins, il a bien fait parce qu'on a réexaminé l'affaire. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire. Ouais. Mais quand il le fait, il nous permet comme de comprendre qu'il y a eu un coup monté contre Bifor Bisselele. Toujours cette affaire d'un coup d'État contre le chef de l'État. On a arrêté Béa pour ça. Quand on vérifie les dossiers, il n'y avait rien dedans. On a arrêté Bifor Bisselele pour ça. Quand on vérifie, il n'y a rien pour ça. On a arrêté aujourd'hui Salomon Escadilla pour des coups comme ça. Quand on vérifie, il n'y a rien, mais on ne veut pas les relâcher. Donc, ça nous permet en même temps de comprendre et d'affirmer et de donner raison au président de la République que la justice est malade. Mais cela nous permet aussi que pour certains cas, eux-mêmes sont bénéficiaires de cette justice malade. Peut-être qu'ils entretiennent cette justice dans cet état pour continuer à maltraiter ceux qui ne partagent pas de point de vue avec eux, ceux qui ne partagent pas de convictions avec eux. C'est le cas de Stani, c'est le cas de Mike, c'est le cas de Salomon Escadilla, qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques avec le régime en place. Mais pour ceux qui sont reprochés des mêmes faits et des mêmes dossiers montés, on les libère quand même. Les cas Béa, les cas Kamerhe, les cas Bisselele, on les libère parce qu'ils sont avec les régimes. Voilà l'injustice et ça permet aujourd'hui de comprendre et de tirer la conclusion, comme je l'ai dit pour chuter, que l'état dans lequel se trouve la justice aujourd'hui profite à coup sûr à ceux-là même qui les dénoncent. Barnabé Milinganio était ici hier. L'émission est passée chez vous à Télénews. À Lobby, na premier mandat. Ya tata mokonzi bakanga bato ebele uniquement à cause de la clameur publique. Moi vidéo muke etamboli ba comprendre te contexte nango ba sali analyse te balandi ata émission te batala est-ce que bakata qu'on a saucissonné les choses, ça fait du boucan, on arrête les gens, on les emprisonne et après à l'issue à procès on trouve que le dossier s'en vide.
Oui, mais écoutez, Jean-Pierre Kayembe, lorsque vous donnez le pouvoir à ceux qui ne savent pas les manipuler, ça devient très très dangereux. Ils ne comprendront pas les méandres, ils ne comprendront pas les dangers que représente le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un couteau, Jean-Pierre Kayembe. Vous ne pouvez pas donner un couteau à un enfant, il va se blesser. S'il ne se blesse pas, il va blesser les autres. C'est le cas du régime en place, qui au début était dans les tâtonnements, qui au début était dans l'approximation, qui ne comprenait pas ce qu'est l'État. Et dans cet apprentissage, les faucons, les caciques du régime ont commis beaucoup de bêtises. Et ils ne se ressaisissent même pas. Parce que s'ils s'étaient ressaisis, on ne serait pas en train aujourd'hui de dénoncer les cas des victimes d'une justice malade. Les cas de Salomon, les cas de Stani, les cas de Mike Mukiba Nkoso. Il faudrait qu'à un moment donné, que l'on travaille, qu'on arrête de dénoncer. Il faudrait que le président de la République arrête avec ces dénonciations et qu'il travaille pour changer la justice. Parce que si cette justice est changée, si elle est réformée, elle ne sera pas seulement à l'avantage des Congolais, elle sera aussi à l'avantage du pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, on ne sera pas en train de décrier, on ne sera pas en train de dire non mais écoutez, le président a dit ceci. Quand le chef de l'État vient dénoncer sa propre justice, vous voulez que Patrick Lokala fasse quoi? Par exemple. Lui qui est censé changer les choses, mais il vient, il passe à la dénonciation. Vous voulez que je fasse quoi? Et c'était pour la troisième fois. Donc on est complètement perdu, on a perdu espoir parce que le premier citoyen qui a le pouvoir de changer les choses ne le fait pas. Il préfère faire le travail de Patrick Lokala au lieu de faire le travail qui est le sien. C'est malheureux. Voilà. Je vais vous lire d'ailleurs, en parlant Makambo et justice malade, je vais vous lire ce que l'ancien député Claudel Lubaya, qui est en Europe en ce moment, je crois qu'il est aux USA, quelque part, a écrit au sujet à menace et à procureur général. C'est très important. Il faut lire ce message et accorder la parole évidemment à tout le monde. Allez, son message était ici, je vais rapidement le retrouver. Oui, il dit ceci. Ça nous permet à Kokota Makamba Shogime au Kende. Makambo ezali ebele, essayez, soyez patients. Tozako Kende. Malembe. Ndeko Claudel André Lubaya Lobiboye. Les menaces proférées par le procureur général ne sont pas un fait anodin. Non, Waneza Lubaya, s'il vous plaît. Wana Makamosusu, enlevez la photo, merci beaucoup. Alobi, ça c'est Claudel Lubaya. Il dit ceci. Les menaces proférées par le procureur général ne sont pas un fait anodin. Loin s'en faut. Il s'agit d'une dérive autoritaire alarmante, d'un immense rétrécissement de l'espace démocratique et d'une menace claire à la liberté des pensées et des consciences. Ce qui jette, selon lui, à la poubelle de l'histoire le fameux état de droit, autrefois vendu comme projet de société. L'affaire Okende, on a suffisamment épilogué dessus. Et ce matin, c'est un député qui revient sur les menaces parce que le procureur avait mis quiconque en garde s'évertuerait à propager des faux bruits. Il avait mis quiconque en garde et a menacé de mettre la main sur quiconque s'hasarderait à propager des faux bruits ou à faire du commérage sur cette affaire Okende. Vous voyez, dans un État démocratique, qui tend vers un État dictatorial, il y a toujours un certain nombre d'indicateurs. Vous allez voir que 2 journalistes se sont arrêtés pour des faits de leur métier, ou soit pour des faits qu'ils n'ont pas commis, les cas de Boujakera. Vous allez voir que des acteurs politiques sont souvent arrêtés pour outrage au chef de l'État ou pour faux bruit. Et vous allez aussi voir que des instruments que l'État a, par exemple pour réguler la presse, sont utilisés malheureusement pour réprimer la presse. Le cas du CESAC, par exemple, qui a tenté de limiter le travail de nos confrères des médias par rapport au traitement de la question de l'Est. De l'Est, oui. Alors que l'État lui-même n'a pas défini comment nous pouvons traiter cette question de l'Est par rapport à l'approche de la communication. Il n'y a pas d'approche sur le plan de la communication concernant la situation de l'Est. Il n'y a pas d'approche. Il n'y a pas une ligne. L'État lui-même n'a pas des médias puissants pour véhiculer les messages de la guerre et faire cette communication autour de la guerre. Et c'est à ce niveau que le CESAC est intervenu pour limiter la liberté des uns et des autres, alors qu'il n'a pas compétence de le faire.
Il n'a pas compétence de limiter le champ de l'exercice de notre métier. On dit pour Ça parler fait de la guerre partie- de l'Est, ça fait- il faut ça- avoir un expert sur le plateau. Mais Ouais. on ne sait pas définir la qualité de cet expert. Ouais. Oui. Alors, il y en a combien au Congo? Mhm. Il y en a combien? Est-ce que l'armée parle? L'armée, c'est une grande muette. Est-ce que l'armée parle? En fait, c'est une interdiction tacite, on vous dit. Tout ce que Mais les c'est pas César- votre nez dedans. Tout ce que les Césars pouvaient demander, c'est de dire aux invités et aux journalistes qui organisent les émissions de travailler tout en respectant les prescrits de la loi. Ne pas tomber, par exemple, dans la démoralisation de troupes. On ressent patriote. Ouais. En restant patriote. Ne pas tomber dans la désinformation. Vous voyez? Et demander aux journalistes de rester professionnels. C'est ça le travail que les CESAC auraient dû faire. Mais comme les CESAC est un peu dirigé par quelqu'un dont nous connaissons les limites, voilà, on nous pond un communiqué comme ça. Et même si le communiqué a été pondu, quels sont les effets du communiqué? Rien du tout. Vous allez voir de l'autre côté, on va utiliser la justice pour mentir les opposants et les journalistes. Ce sont les indicateurs palpables qui prouvent que nous sommes en train de quitter d'un État démocratique vers un État dictatorial. Et Dans c'est l'affaire très Okene, est-ce dangereux. qu'il y a eu déjà des premières... Ça, c'est la première, premières interpellations. la première tendance d'idée. La deuxième tendance d'idée, c'est que qui va suivre ces mots d'ordre du procureur? Qui va les suivre? Qui va les suivre? Pourquoi il se soucie beaucoup plus de faux bruits plutôt que de se soucier de la qualité de conclusion qu'il a mise sur la place publique? Est-ce que les conclusions du procureur sont acceptées par le Congolais? Pour la première fois, j'ai vu l'opposition et la majorité être unanimes sur le fait que ce que le procureur a dit ne ressemble ni à la vérité ni à la justice. Pourquoi ne se soucie-t-il pas de dire à l'opinion, de démontrer à l'opinion que ce que lui a fait comme enquête est authentique et vrai? C'est à ce niveau. Il a cherché à mettre en garde le travail qu'il a fait est contesté. Il savait que cela pouvait... Il savait que cela allait arriver. Vous savez, à chaque fois que la justice prend des décisions, rend des décisions sur de pareilles situations, il est vrai que la décision de la justice ne va pas faire revenir Chéribé Okene dans la vie. C'est impossible. Mais lorsque la justice est rendue, ça crée un effet de soulagement. Ça soulage quand même. Parce qu'on sait dans quel contexte notre frère a été abattu et on sait que les personnes impliquées dans cet assassinat ont été interpellées, jugées et condamnées. Mais cela a un effet dissuasif sur d'autres criminels qui pourraient poser les mêmes actes. Ça limiterait les dégâts dans la société. Maintenant qu'on vient avec un rapport dire que Chéribé s'est assassiné. Mais si c'est tout ce qu'on a trouvé. Chéribé s'est donné la mort. Mais si et que dans les justifications, toutes les justifications données par le procureur ne tiennent pas debout. Vous voulez qu'on dise quoi? Et lui, pour cacher ses insuffisances, cacher ses limites, cacher ces enquêtes que l'opinion n'accepte pas, il veut interdire à quiconque d'y penser. Non. Est-il à mesure? Non, il n'a pas refusé que tu commentes. Il n'a pas refusé que tu commentes. Alors, il a beau une commérage. A beau une faux bruit. Qui qualifie le faux bruit? C'est lui, non? Qui qualifie le faux bruit? C'est lui, non? Il peut se saisir de mes propos. Il se dit que c'est un faux bruit, on m'arrête. C'est lui. Si c'est que lui a fait, bon, pourquoi refuse-t-il que les gens en parlent? Pourquoi refuse-t-il que les gens en parlent? Les mêmes procureurs là, pourquoi ne s'est-il pas saisi du dossier, par exemple, du responsable de la DEMIAP, qui a été dénoncé par l'avocat de la famille, qu'il aurait joué un rôle dans l'assassinat de Chéribé Okene? Pourquoi celui-là n'a jamais été interpellé? Alors qu'un avocat belge l'a dit en Belgique. Et sûrement que dans les auditions... Pourquoi n'a-t-il jamais été interpellé? Sûrement que dans les auditions, ils ont trouvé qu'ils ont interrogé et on trouvé qu'il n'avait il y a beaucoup de pas zones d'ombre dans ces dossiers. Il ne peut pas nous empêcher. Parce que notamment, c'est dans cette affaire de DEMIAP que c'est pour ça, notamment, que Stani est en prison. On dit que c'était faux bruit, fake news. Mais lui, et ils ont arrêté Stani, non? Mais qu'est-ce que le magistrat suprême dit sur l'affaire Stani? Que Stani n'en est pour rien, il a été victime
d'une justice malade. On dit il peut être aussi. Il n'a pas dit qu'il est victime. Alors, non, il a dit il est un peu victime de ça. C'est ça le concept. Il est un peu victime de ça. Donc, il est victime de cette justice malade qui nous interdit d'évoquer le dossier Chéribé Okende à la télé. Alors que Stani a été présenté comme un coupable. Stani est aux arrêts pour ça. Mais le premier citoyen dit non, les gars là, notre citoyen n'en est pour rien. Il est victime d'une justice malade. Bien. Et c'est cette justice malade qui nous interdit, nous, d'en parler, d'aborder. La famille a demandé d'avoir accès au procès. Et la famille est comme dans un bras de fer aujourd'hui avec la justice. Vous savez, avant que le rapport de Chéribé ne soit rendu public, le procureur, à travers ses substituts, à travers ses collaborateurs, avait invité la famille Chéribé Okende. Oui. Et la famille avait décliné l'invitation en disant que nous n'avons pas confiance à la justice. Ça devient dangereux, très dangereux. Pourquoi on ne se soucie pas d'avoir la confiance de ses compatriotes? Cette confiance que nous réclamons, que nous exigeons de la part de la justice, n'est pas venir chanter à notre honneur, nous glorifier, mais rendre des décisions qui sont justes et équitables. Alors, mais quand la famille demande d'avoir accès à tous les procès-verbaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ces procès-verbaux, il y a des déclarations qui ont été faites par le garde du corps de Chéribé Okende, par le chauffeur de Chéribé Okende et par toutes ces personnes qu'on a interrogées dans les dossiers. Alors, la famille, peut-être à mon humble avis, après avoir eu accès à ces procès-verbaux, pourrait probablement aller saisir la justice pour la réouverture du dossier et la réouverture des enquêtes. Parce que la famille estime que ces enquêtes sont bâclées. Alors, on a dit, le premier jour, le procureur s'exprime, le même là, oui, qui nous interdit d'en parler. Il ne nous a pas interdit. Il nous a interdit. Non, à Boïndé commérage. Mais le premier jour, il vient, il dit, non, mais écoutez, nous avons arrêté quelques suspects. Sa première communication. Il a commis beaucoup d'erreurs dans cette affaire. Beaucoup d'erreurs dans cette affaire. En principe, le chef de l'État devrait les remplacer. Je crois qu'il n'est pas à la hauteur. Il ne mérite pas d'être là. La République mérite mieux. Maintenant, c'est lui que je critique. Je ne critique pas ce qu'il a fait dans les dossiers. C'est lui-même que je critique. J'en ai le droit. Le premier jour, il dit quoi? Il dit non, nous avons arrêté quelques suspects. Qui étaient ces suspects? Les chauffeurs de Chéribé Okende et son garde du corps. Évidemment qu'ils font partie des premiers suspects. 2 mois après, on libère les chauffeurs. Sans procès, on les libère. Non. Après enquête, il est en liberté. Il n'y a pas eu de procès. Après enquête et audition. Il n'y a pas eu de procès. Après enquête et audition. Après une on l'a présenté comme suspect. Oui. On l'a présenté comme suspect. Suspect présumé, oui. Très bien. On l'a présenté comme suspect. Et puis, on a dit aussi que les gardes du corps étaient parmi les suspects. Aujourd'hui, un procureur vient à la télé, il dit, écoutez, Chéribé s'est auto-flagellé. Il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Qu'est fait les chauffeurs, les gardes du corps de Chéribé en prison? C'est avec son arme. C'est-à-dire qu'il est innocent. C'est-à-dire qu'il est innocent. Mais il a utilisé son arme. Qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous avez dit sur lui? Un instant. Non, mais je me pose la question. Le procureur j'ai parlé avec de la Cour de cassation fait quoi? Je parlais avec toutes les allégations faites sur le chauffeur de Chéribé et son garde du corps. J'ai parlé avec un des proches du chauffeur qui m'a dit, problème c'est que commis mon Kinaye, c'est son arme qu'il a laissé dans la voiture que Chéribé aurait utilisé pour se donner la mort. Alors, dans le cadre d'un code militaire, un truc comme ça, il a une part de responsabilité. Très bien, très bien. On va aller doucement, Jean-Pierre. On va évatrer le bois. Il faudrait que l'on rende public les procès-verbaux des auditions du chauffeur de Chéribé et du garde du corps de Chéribé. Dans un audio qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le garde du corps de Chéribé déclare ce qui suit. L'audio est sur les réseaux sociaux. Notre confrère Peter Tiani a voilà, il dit quoi? J'étais allé avec Chéribé Okende
au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai laissé mon arme parce que je ne pouvais pas accéder aux installations, dans les installations de la Cour avec une arme. C'était un règlement. C'est comme ça que ça se fait partout. Tu ne peux pas accéder dans un bâtiment avec une arme. Oui. Il faut toujours laisser. Et il dit qu'il laisse Chéribin à bord du véhicule avec l'arme. Quand il monte, il descend, il trouve ni Chéribin, ni le véhicule de Chéribin. Alors, sur base de quoi vous allez condamner les gardes du corps? Parce que lui, il dit qu'il était à la cour. Alors que le procureur dit qu'il n'est jamais passé par la cour. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'organiser un procès, confronter le chauffeur de Chéribin, le garde du corps, avec ce procureur? Est-ce qu'on n'a pas évité un procès, charger un mort pour que la vérité n'éclate pas? Parce que s'il y a eu procès, on aurait assisté à une confrontation entre le chauffeur de Chéribin, son garde du corps et le procureur. Or, toute l'opinion a le témoignage du garde du corps qui dit que Chéribin était à la cour. Alors que le procureur dit que le Chéribin n'a jamais été à la cour. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un procès pour que l'opinion soit éclairée par rapport à l'affaire Chéribin Okende? Bien. Merci bien. C'est là où je dis que ce procureur devait être viré par le président de la République, nommer rapidement un autre, réouvrir l'enquête et aller au procès. C'est un homme d'État qui est mort. Chéribin a été ministre. Chéribin est mort comme député en fonction. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas charger un mort sans pourtant aller dans un procès. Il faudrait que nous allions dans un procès, et un procès télévisé d'ailleurs, pour que tout le monde voie, comprenne que Chéribin s'est suicidé. On nous parle de combien de balles dans le corps de Chéribin? On a parlé d'une seule. Pardon? On parlait d'une seule balle, non? On parle d'une seule balle. Voilà. Le procureur dit quoi par rapport au véhicule? Il dit que le véhicule était totalement fermé. Les clés du véhicule étaient à l'intérieur. Donc personne de l'extérieur ne pouvait accéder pour abattre Chéribin Okende. Vous et moi savons que quelqu'un peut fermer le véhicule tout en laissant les clés à l'intérieur et ne plus avoir la possibilité d'accéder. Vrai ou faux? Oui. N'a-t-il pas menti? Vous voyez que même dans le montage, il y a beaucoup de limites. Ça, c'est votre théorie, à vous. Merci et donc, bien, Patrick. Il y a à boire et à manger. C'est comme ça qu'on a évité j'ai comme l'impression qu'on évite les procès Chéribin. Mais sachez, Jean-Pierre Caïm, le régime passe. Un jour, on va réouvrir cette histoire-là. Bien. Et personne ne sera Quelqu'un était ici, je crois que c'est Barnabé sera rétabli. Personne ne sera... Mais au moins, il faudrait, dans le cadre des réformes de la justice, lorsque le président de la République va passer à l'acte pour guérir cette justice malade, il faudrait mettre de côté des gens comme monsieur le procureur, l'envoyer en retraite, nommer quelqu'un d'autre qui peut quand même rendre des conclusions qui pourraient être acceptées par tous les Congolais. Au moins acceptées, ne serait-ce que par leur propre majorité au pouvoir. Mais ici, même l'Union sacrée s'oppose aux conclusions du procureur. C'est la première fois, sous Tshisekedi, que l'opposition et la majorité réclament à corps et à cri une seule chose, la vérité et la justice. Parce que Chéribin Okende, c'était un homme bien. Il venait à peine de faire marier sa fille. Il attendait le diplôme de sa fille. Ce n'était pas un détraqué, ce n'était pas un extrémiste, c'était un républicain. Pouvait-il vraiment se donner la mort? Bien. Il ne faudrait pas qu'on continue à souiller la mémoire des Chéribins. On réclame justice, évidemment. Ouais. Quelqu'un disait ici, il y a 24 heures, que le procès Chébéa a été réouvert 10 ans après. Ouais. Et le procès Rossi Mukendi est toujours en cours avec Major Karine. Qui est aux arrêts. Parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, un mystère. Où commence un mystère, finit la justice. Un jour, il faut que la justice éclate, dit ce mot. On va détendre un peu l'atmosphère avec deux clichés, des photos de l'ancien président. Parce qu'il faut dire quand même que
Quand il fait ses sorties, ça fait polémique quand même, à chacune de ses sorties. Là, c'est bien lui, tout souriant. Vous ne le voyez peut-être pas vu la position dans laquelle vous vous trouvez, mais on sait le voir à la télé, on le voit détendu, souriant, en lunettes, probablement dans les montagnes namibiennes, là-bas où il séjournait notamment pour les obsèques de l'ancien président. Patrick Lokala, ces photos ont fait le tour. Est-ce qu'on pourrait être tenté de dire qu'effectivement, il y a une vie après le pouvoir, qu'on peut quitter le pouvoir, continuer à sourire, à faire sa vie, reprendre les études, écrire sa thèse et passer à autre chose? Ouais, il y a une vie après le pouvoir lorsque surtout on n'a pas été dans les assassinats, dans les détournements, dans les choses qui sont parfois occultes. On peut passer sa vie tranquillement. Et je crois que c'est le cas de Joseph Kabila Kabange. Plusieurs années après son départ du pouvoir, il n'y a aucun procès contre lui. Même s'il y a des attaques politiques ça et là, de messes noires, mais il est là. Il est là. C'est à ça que Félix Tshisekedi devrait se préparer. Les années passent vite, hein. 5 ans, là, c'est pas beaucoup. Il faudrait qu'il se prépare à ça. À quitter le pouvoir, non seulement à quitter, et continuer à vivre dans non son seulement pays. se préparer à quitter, parce que quitter, c'est une réalité à laquelle il ne peut pas échapper. Évidemment. Si ces 5 ans prennent fin, il va partir de gré ou de force. Bon, même si on modifiait la Constitution. Non, il n'y a si pas. on a changé une autre. Il ne va même pas modifier une virgule. La seule certitude, c'est même pas une virgule. Un instant. Il y va s'en aller. Même si on a mis gré ou de 50 force. ans, on finit à par la fin du mandat, partir. il va s'en aller de gré ou de force parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a pas de si ici. On mettrait des si les choses n'étaient pas claires. La loi est claire. Au terme de votre second mandat, vous partez. Ce n'est pas une question de négociation. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que après avoir quitté le pouvoir, qu'est-ce que je serais devenu? Est-ce que j'aurai la même vie que Joseph Kabila Kabange? Et la réponse à cette question, il faut commencer à se la poser maintenant. Est-ce que je construis ne serait-ce qu'une case où je passerai ma vie? Kabila Agelem, Kabila Kashamata, Kabila de ferme partout, il a Kingakati. Félix Tshisekedi, s'il quitte le pouvoir aussi, il ira vivre où? Bien sûr que... À Kabila Kamwanga, là-bas, il n'a même pas une maison. Chez lui, dans son village, dans son territoire, il n'a même pas une maison. Il va aller vivre où? Il a sûrement des maisons. Il a sûrement des maisons. Comme il s'est dit bruxellois, bon, il va aller peut-être en Bruxelles. Mais ici au Congo, il n'a pas de résidence. Hein. On ne connaît pas son patrimoine donc, immobilier. Ça aussi, il faudrait y penser, construire un truc là-bas au village. Pourquoi il ne construit pas un peu chez lui une résidence où il peut aller quand même se reposer même pendant une semaine? Je crois qu'il a une maison avec Kawele, non? Je crois qu'il a une maison en Mbuji-Mayi. Mobutu avec Kawele. Chez lui. Kabila Kashamata. Kabila Kingakati. Félix, comment il ne peut pas construire ne serait-ce qu'une petite maison dans son village là-bas à Moupompa? Il a une maison. Non. Il a une maison en Mbuji-Mayi. Non, c'est la maison de son père. En Mbuji-Mayi. Il n'a pas de maison là-bas. Il peut aller, je ne parle pas de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est une ville. Il peut aller construire chez lui là-bas. Pourquoi il ne le fait pas? C'est cela le problème. Donc, il faut se préparer. C'est-à-dire quoi? Se préparer l'après-pouvoir, se construire quand même une résidence au pays, à l'intérieur du pays, mais aussi, rien ne vous empêche d'avoir aussi des résidences à l'extérieur, mais la priorité, c'est d'avoir des résidences au pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'après-pouvoir de Kabila ne nous profite pas. L'après-pouvoir de Kabila, beaucoup de gens n'évoquent pas cette question. Okay. Mais l'après-pouvoir de Kabila ne nous profite pas. Pourquoi? L'expérience des 18 ans de Joseph Kabila ne nous profite pas. Et pourtant, il a un statut d'ancien président de la République. Est-ce que la loi sur les statuts des anciens présidents de la République est respectée? Il a des avantages. Est-ce que ces avantages sont respectés? Est-ce que toutes les exigences de cette loi sont respectées pour qu'il soit dans les meilleures conditions telles que voulues par la loi? Je ne défends pas l'individu Joseph Kabila. Je défends la loi. Oui. À ma connaissance, rien n'est respecté.
C'est comme ça que le Congo ne profite pas de son expérience de 18 ans. Il peut avoir mal géré le pays. Souvent, nous n'avions jamais été d'accord avec sa gestion. Mais de cette gestion, nous pouvons tirer des leçons. Mais est-ce que les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui lui permettent de faire profiter à l'État congolais son expérience de 18 ans? Nous avons des situations sécuritaires extrêmement difficiles. Kabila a eu à faire face il a une connaissance similaire. Il a une connaissance, il a une expérience à apporter par rapport à la résolution de cette crise sécuritaire. Mais est-ce que son expérience de 18 ans profite au pays? Souvent dans notre pays, on ne tient pas compte de ce que j'appelle l'âme de l'État. J'ai développé cette théorie, je crois, à l'émission de l'UFrance, j'ai toujours développé cette théorie. Chaque État a ce qu'on appelle l'âme de l'État. Oui. Sur cette âme de l'État repose la stabilité de l'État. Kabila fait partie de ce qu'on appelle l'âme de l'État. Je dis bien qu'il gère mal le pays pendant 18 ans ou qu'il gère bien. Ce n'est pas ça le problème aujourd'hui, c'est du passé. Mais notre problème, c'est que nous devons tirer les leçons de sa mauvaise gestion ou de sa bonne gouvernance. Mais est-ce que nous en profitons réellement? C'est cela la problématique. Donc, c'est une perte. Ne pensez pas que quand il est là-bas, il se promène comme ça, alors que nous, on a des problèmes à l'Est et ça nous profite. Ça ne nous profite pas. Il devrait être aux côtés de le conseiller principal, aux côtés de son successeur, consultant, en train de lui donner des idées, en train de l'aider à résoudre ce problème. Parce que si le Congo est embrasé aujourd'hui, Kingakat ne sera pas épargné. Hein. Kachamata ne sera pas épargné. Jelemla ne sera pas épargné. Pour ça, nous avons intérêt à travailler ensemble. Mais celui qui est censé donner le go ne le fait pas, Jean-Pierre Kayembe. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, il est arrivé au pouvoir, il a eu un second mandat dans des conditions totalement irrégulières. Nous avons tourné la page. Mais ce que nous voulons, c'est qu'ils comprennent la réalité aujourd'hui. Il n'y a pas que Kabila qui doit être... il n'y a pas que l'expérience de Kabila qui doit être mise en contribution. Il y a aussi l'apport de nos compatriotes de l'opposition. Il y a Martin Fayulu, il y a Moïse Katumbi Chapwe, dont les collaborateurs sont en prison. Il y a Denis Mukwege, qui est une notoriété internationale. Lorsque vous prenez par exemple l'agenda, parce que ces pouvoirs ici, désolé, il y a dans ces pouvoirs, beaucoup des hommes ne réfléchissent pas dans le sens d'aider l'État, mais ils réfléchissent dans le sens de comment s'enrichir, comment devenir mania, comment avoir des Weston. Ils ne réfléchissent pas dans le sens d'aider l'État pour que cet État soit un État fort, organisé et puissant. Imaginez un seul instant que nous ayons le carnet d'adresse de Joseph Kabila, que nous ayons le carnet d'adresse de Moïse Katumbi Chapwe, que nous ayons la fougue de Martin Fayulu, et que nous ayons le carnet d'adresse du prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Avec ce pouvoir de Félix Tshisekedi, vous pensez que Kagame est-il plus intelligent pour vraiment l'emporter sur ces grosses têtes, ces grosses pointures du Congo? L'église protestante... Alors comment voulez-vous gagner la guerre? Comment voulez-vous gagner la guerre? Je vais vite. Comment voulez-vous gagner la guerre alors que vous ne savez pas même capitaliser vos propres atouts? Quelle est cette équipe au monde qui a déjà gagné la finale de la Ligue des Champions lorsqu'il met de côté ses meilleurs joueurs? Ses meilleurs joueurs. Quoi qu'on dise, pour résoudre cette question de l'Est, on a besoin de Kabila, on a besoin de Katumbi, on a besoin de Fayulu, on a besoin de Mukwege. Parce que si cette occupation se matérialise, nous serons tous perdants. Mais il faudrait que le pouvoir... Acceptez que je pose la question. Réfléchissez sur ça. L'église protestante a aussi un dialogue autour de la paix et la sécurité. Rassembler toutes les énergies, les fils et filles du pays autour d'une table. Est-ce que c'est une idée qui passe aujourd'hui? Oh, c'est une idée qui doit passer. Seulement qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne sont pas tournés vers l'État, mais qui sont tournés vers la satisfaction personnelle. Comment nous enrichir, comme je l'ai dit, comment reviser la Constitution, comment l'en changer pour qu'on garde Félix, mais on ne travaille pas sur la stabilité de l'État, l'efficacité de l'État.
Or, un État, on ne le construit pas lorsque on est dans une situation de division. On est dans une situation de tribalisme. On est dans une situation de détournement. On est dans une situation de népotisme. Un État, on le construit avec tous ses fils. C'est comme ça qu'à un moment donné, pour des questions qui relèvent de l'intérêt suprême de la nation, les acteurs politiques et ceux de la société civile sont souvent appelés à faire taire leurs différences. Parce qu'il s'agit de la survie de la nation. Et pour ça, le contexte est établi. Ça fait aujourd'hui plus d'une année que Félix n'arrive pas à résoudre la crise de l'Est. Ça fait plus d'une année. Est-ce que c'est l'armée qui est efficace, qui est inefficace? Est-ce que c'est sa diplomatie qui est inefficace? Est-ce que lui-même n'a pas de ressources humaines pour résoudre les problèmes? Est-ce que le fait que nous sommes continuellement divisés ne profite pas à l'adversaire? Toutes ces questions trouveront des réponses lors d'une concertation. Ici, pour comprendre l'idée des protestants, l'idée n'est pas de venir partager le pouvoir. L'un de nous, cette idée, nous sommes divisés, Jean-Pierre Kayembe. Nous sommes très divisés. L'idée n'est pas de venir dire à Félix, donne la primature à Martin Fayulu, à Katumbi ou à je ne sais qui. Non, ce n'est pas ça l'idée. Oui. Ou soit remet la majorité FCC, cache à Joseph Kabila Kabange. Mais l'idée, c'est de réunir tout le monde. Mais il y a de préalables. Il y a de préalables. Il y a de préalables. Si vous vérifiez, vous allez voir que certains avoirs de Joseph Kabila sont bloqués. Vous allez voir que certaines ressources financières de Joseph Kabila et de sa femme sont bloquées. Mais on ne les dit pas. Personne n'a le courage de le dire. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a un Salomon Escadela qui est en prison. Quelqu'un qui a été élu avec plus de 20 000 voix. Il y a un Mike Moukebaye. Si vous regardez, il y a un Martin Fayulu qui n'est pas d'accord, un Mukwege qui n'est pas d'accord. Il y a des exilés comme des Franck Diongo. Il y a des Congolais qui quittent notre pays pour aller rejoindre un mouvement rebelle. La situation est grave. Il faudrait que le pouvoir comprenne cela pour en fait décrisper d'abord la situation, appeler tout le monde à l'unité et nous allons réfléchir ensemble parce que la menace là, elle est contre tout le monde. Ce que vous voyez là, ce que Kagame fait, c'est contre le Congo et contre tous ses acteurs. Ne pensez pas que si Kagame prend ce pays aujourd'hui, ça sera à l'avantage de Joseph Kabila, de Katumbi, de Fayulu et de tout le reste là. Nous serons tous perdants. Bien. Comme nous sommes face au destin, il faudrait que le pouvoir... Ce qui est triste, c'est que nous faisons face à des interlocuteurs qui ne comprennent pas c'est quoi l'État, c'est quoi la notion de l'État, qui ne comprennent pas la portée des réflexions que nous sommes en train de pondre à la télé. Il y a urgence que nous puissions résoudre les problèmes de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Et ensemble, nous allons réfléchir sur la situation de sécurité de l'Est. Et ensemble, nous serons en mesure de trouver la solution. Ça ne sera ni la victoire de Félix, ni celle de Katumbi, de Moïse, la victoire du Congo. Ce sera la victoire du Congo. Et à ce moment-là, après tout ça, nous allons revenir au travail de l'opposition, de la majorité, et chercher à récupérer le pouvoir entre les mains de celui qui l'a acquis de manière irrégulière. Bon, entre-temps, on cherche à former le gouvernement. Kabouya est passé d'informateur au formateur. Les choses se bousculent. Vu de l'extérieur, quel regard vous portez sur son travail? J'ai vu, hier, vous avez fait un tweet que d'aucuns n'ont pas hésité de qualifier d'appel du pied. Balobi, Nekoloka Basombi. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Jean-Pierre Kayembe, je l'ai dit aussi hier que nous n'allons pas faire la presse qui dit toujours que tout est noir ou que tout est blanc. Nous n'allons pas faire cette presse-là, malheureusement, pour ceux qui nous suivent. Mais Jean-Pierre Kayembe, je reste sur des faits. Beaucoup de gens connaissent mes points de vue sur l'IDPS. J'ai toujours dit que l'IDPS a beaucoup de problèmes d'organisation, de problèmes structurels. C'est un parti qui n'a pas été préparé à prendre le pouvoir, mais qui l'a eu quand même, mais qui peine à s'organiser pour gérer ces pouvoirs-là. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours été critique sur le président de la République. Mais que souvent, dans la réflexion, beaucoup de gens ne cherchent pas à sortir certaines valeurs de certaines personnes. Kabouya, il peut avoir ses problèmes tels qu'il en a toujours. Mais j'ai ressorti d'autres faits sur lui.
Dans un pays où la constance, la loyauté sont devenues une denrée très rare. C'est une denrée qui se raréfie. J'ai dit que ce que Kabouya vit aujourd'hui est la résultante de ce qu'il a mené comme combat. Depuis qu'il est né, il a toujours été à l'IDPS. Et l'IDPS a traversé des moments durs jusqu'à accéder au pouvoir. Depuis qu'il est né, il est toujours loyal à l'IDPS. Mais lorsque vous regardez dans le microcosme politique congolais, il y a deux acteurs politiques qui sont partis du mouboutisme au kabylisme. Aujourd'hui, ils sont des tshisekédistes purs et durs. Mais en face, vous avez un Kabouya. Donc, vous avez l'exemple et le contre-exemple. Il a gardé la ligne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reconnaître que Kabouya est devenu un modèle de la loyauté et de la constance? Parce qu'il n'a jamais changé de parti politique. Pourquoi vous le dites aujourd'hui? Parce que non. Il est devenu formateur du gouvernement. Oui, parce que le contexte on dit est là. que vous faites un appel du pied. Non, surtout pas ça. Parce que les gens ne comprennent pas au fait pourquoi il est devenu un formateur. Au départ, j'avais dit que je n'étais pas d'accord sur le fait qu'un président, Kassaye Moulouba, non mais un informateur, Kassaye Moulouba. Je l'avais dit. À ce moment-là, j'étais acheté par qui? Ce que j'avais dit, c'était la vérité. Que c'était du népotisme. Je l'avais dit et je l'avais dénoncé. Mais qu'après, je dis, mais est-ce que ne pouvait-il pas aussi être nommé, au-delà du fait que le principe de la géopolitique a été gêné, mais est-ce que n'avait-il pas aussi le mérite pour avoir été loyal et fidèle à l'IDPS pendant plusieurs années? Je crois qu'aujourd'hui, il bénéficie de ce qu'il a sémé. Il a sémé la loyauté, la constance, et aujourd'hui, il en est bénéficiaire. Et donc, c'est comme ça, malheureusement, notre travail, parfois on est appelé à être apprécié par les gens, mais parfois on est aussi appelé à ne pas être apprécié. Aujourd'hui, son influence s'est agrandie. Oui, mais aujourd'hui, Kabouya est devenu un homme incontournable. Incontournable. Oui, à un moment donné, nous lui reprochons une certaine immaturité, surtout dans la communication. Et il a traversé des crises à l'IDPS. Mais aujourd'hui, sa loyauté a fait qu'il a été désigné informateur du président de la République. Il est passé de l'informateur officieusement au formateur. Et Kabouya est devenu un acteur politique incontournable. Consulté par tout le monde. Est-ce que ça, ce n'est pas un fait qu'il faut reconnaître? Bon, admettons le contraire, que je dise aujourd'hui que non, il n'est pas incontournable. Mais vous voyez un Caméré, un tout-puissant Caméré, un homme hyper intelligent, malin, qui va les consulter. Vous voyez un premier ministre qui va les consulter. Vous voyez Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui les consulte. Vous voyez Bahati qui se fait consulter par... Vous voyez les Matata Pogno, les Mouzitou, les Constant Moutamba. C'est toute cette crème-là qui va chez lui. Bon, vous voulez que je dise qu'il n'est pas incontournable? Que je dénature les faits? Non, c'est justement ça le problème. Il faudrait que l'opinion change de perception. N'attendez pas de moi que je dise là où c'est blanc que c'est noir. Vous pensez qu'il peut passer des formateurs au Premier ministre? Non, ça, à contrario, ça ne peut pas être possible parce que il y a quand même le principe de la géopolitique. Je prends le contre-pied de mon aîné Jean-Marie Kassamba, qui est passé sur votre plateau avec tout mon respect. Je crois que Kabouya ne sera pas le Premier ministre. Au nom du principe de géopolitique. Le président Félix Tshisekedi est Moulouba. Kabouya est Moulouba. La même tribu. Comment pouvez-vous imaginer que nous ayons un président de la République Moulouba et un premier ministre Moulouba? Même si ces gens aiment le népotisme, mais ils ne le feront pas. Donc, ça c'est le premier aspect qui disqualifie Kabouya. Mais le contexte aussi n'est pas favorable pour Augustin Kabouya. Parce qu'au premier mandat, nous pouvions comprendre que Félix était obligé de faire un gouvernement de coalition, où on pouvait placer un politique à la tête du gouvernement. Mais maintenant qu'il est au second mandat et qu'il a eu son propre pouvoir, il a eu sa propre majorité que Kadima lui a donnée, je crois que pour le poste du Premier ministre,
Et au regard du contexte économique actuel, Kabouya n'a pas le profil de devenir le Premier ministre. Mais il peut jouer d'autres rôles, par exemple. Il peut jouer le rôle du vice-premier ministre de l'Intérieur. Il a les compétences. Il peut jouer le rôle du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il peut même jouer le rôle du président de l'Assemblée nationale. Et là, si on a un Premier ministre qui est de l'Est, par exemple, qui est du Katanga ou qui est du Bandundu, avec un président de l'Assemblée nationale qui est Moulouba, ça ne va gêner personne. Mais qu'on ait à la tête de l'exécutif deux Balouba, un Moulouba à la présidence, un autre Moulouba à la primature, là, ça gênerait toutes les sensibilités. Bien. Et on va crier au népotisme. Et donc, c'est ce qui disqualifie un peu on a compris par le rapport au message poste du Premier ministre. Donc, vous avez compris dans son analyse qu'il ne faut pas toujours attendre de nous des critiques négatives. Il peut arriver aussi qu'on vous surprenne quand quelque chose est bon, qu'on lui dise. Alors, Tokomi Kokita. Mais, etika na deux makambo, il faut na tout nayo. Ça, c'est un rapport avec ma publication Oyo Moko Sali Internet. Avant-hier, na moni au Sali publication Moko trop salé sur Makambo Italie, course na gouvernorat de Kinshasa. Tu t'en es pris à un des candidats gouverneurs de Okasongo pour ne pas le citer. Et tu t'es posé un tas de questions sur ses origines, son niveau d'études, son expérience professionnelle, son carnet d'adresses, ainsi de suite. Quand j'ai défilé dans les commentaires, j'ai vu Ndeko lobby Ndekoloka la oliemon en moto pour salir Deo, parce qu'il faut le dire quand même qu'il fait partie des candidats, c'est pas le rare, où ils allaient de plus en plus en vue. Où est-ce qu'on en est avec l'enquête Oyomoko annonça qu'il n'est copatique local. D'abord, moi je ne bouffe pas l'argent d'autrui pour salir les autres. Je fais pas ce sale boulot-là. Donc il arrête un peu de m'accuser gratuitement comme ça. On ne peut pas accuser un père de famille gratuitement comme ça. Bon, ça c'est des internautes. Ça c'est oui, mais je profite de votre tribune pour recadrer ça. Oui, je me suis posé, j'étais en droit de me poser un certain nombre de questions sur celui qui serait pressenti comme le futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Comme je l'ai dit, on a été victime de faux gouverneurs, de gouverneurs qui nous avaient vendu du vent, mais qu'une fois à l'œuvre, rien de concret n'a été fait. Je voulais plus que le cul-noir soit victime des hommes qui ne sont pas connus, mais qui vendent du vent et qui font rien. C'est comme ça que je me suis posé une série de questions. D'où vient-il? Sur Deo Kasongo. Oui. Je me suis rendu compte dans mon questionnaire que Deo Kasongo est un homme d'affaires prospère. J'avais pourtant dit que c'était un novice. Attendez, on va y aller. Je vais éclairer ça parce qu'il y a une incompréhension qui est née à la suite de ces concepts et novices. C'est un homme d'affaires prospère. Il est à la quarantaine. Mais il est déjà homme d'affaires prospère, reconnu et renommé. Non seulement au Congo, mais à l'extérieur. Je me suis rendu compte que Deo Kasongo a un agenda énorme. Un carnet d'adresses bien garni. Je me suis rendu compte que Deo Kasongo réunit un certain nombre de compétences pour pouvoir gérer la ville. C'est un intellectuel, c'est un jeune intellectuel, c'est un jeune intello qui s'y connaît en matière d'affaires et en matière de business, en matière de l'entrepreneuriat. Oui. Et je me suis aussi rendu compte, parce que l'une des questions portait sur sa moralité chrétienne. Évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui se disaient autour de lui. Je me suis dit, mais est-il réellement chrétien? Parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville remplie de beaucoup d'églises. Il y a des églises conventionnelles et des églises de réveil. Alors, pour gérer la ville, il faudrait que vous soyez aussi, vous connaissiez aussi cette réalité, ou que vous soyez vous-même de cette réalité. Non, on a dit clairement qu'il était candidat. Non, parlons-en. Après mes enquêtes, on a dit clairement qu'il était candidat des milieux obscurs. Après mes enquêtes, Deo Kasongo est un père de famille qui aime ses enfants et c'est un chrétien convaincu et pratiquant. Et donc, il n'y a point de doute sur sa moralité. Il n'est pas le candidat de LGBT c'est un chrétien. Sur les réseaux sociaux. C'est un chrétien et qui a même une famille.
Il a même des enfants. Je ne vais pas citer ici sa femme, ses enfants, parce que je n'en ai pas reçu l'autorisation. Mais c'est un père de famille responsable qui gère sa famille. Et c'est un chrétien, je dis bien, convaincu et pratiquant. On dit que c'est le candidat des Turcs. Oui, mais vous voyez la ville de Kinshasa, ou le malheur que nous avons à Kinshasa ou dans la société, c'est qu'on peut utiliser l'un de vos atouts contre vous. Qui peut gérer la ville sans avoir de contacts? Comment vous gérez la ville d'abord si vous n'avez pas de contacts? Si vous n'avez pas de partenaires? Si vous n'avez pas d'investisseurs? Si vous n'avez pas un carnet d'adresse? Depuis quand avoir... Bon, je ne dis pas il a ces contacts-là, mais depuis quand un candidat gouverneur doit être écarté parce qu'il a des investisseurs qui attendent? Depuis quoi doit-on écarter quelqu'un? Je prends l'exemple de Déo, qu'on accuse, à tort ou à raison, d'avoir des partenaires turcs. Notamment à Milvez, c'est ça. Je ne l'affirme pas. Oui. Je ne l'affirme pas. Non, c'est ce qui s'est dit sur Internet. Alors, ça devient un problème. Mais ça, c'est un atout. Ça, c'est un atout. Vous et moi avions été en Turquie. N'aviez-vous pas vu les niveaux d'investissement qu'il y a là-bas? Et si la ville de Kinshasa a un candidat, par exemple, qui a des contacts avec les hommes riches, avec les hommes d'affaires turcs ou les hommes d'affaires du monde, où seraient les problèmes? Ne saviez-vous pas que si vous avez un gouverneur compétent, il peut faire ce qu'on appelle le jumelage des provinces? C'est-à-dire que la ville de Kinshasa peut faire des jumelages avec la ville d'Ankara. Parce que ce sont les deux capitales. On peut transposer les modèles de développement urbain d'Ankara à Kinshasa. Encore faut-il que pour le faire, il faut avoir des contacts. Ne nous amenez pas des garagistes qui ne sont ni connus dans le milieu des affaires, mais qui ne sont connus que dans le populisme. La ville de Kinshasa a besoin d'un homme qui a une vision, d'un homme qui a une grande ouverture, d'un homme qui peut transposer les réalités du développement d'ailleurs à Kinshasa. Êtes-vous fiers d'avoir une ville de Kinshasa où il y a beaucoup d'embouteillages, où il y a beaucoup de trous, où il y a la pollution sonore, où il y a l'insalubrité? Alors, ces questions pour les résoudre nécessitent d'avoir un homme qui a une vision, un homme qui est jeune, qui est dynamique, un homme qui a des contacts. Avoir des contacts n'est pas un péché, Jean-Pierre Kayembe. Même les présidents de la République, même les candidats présidents de la République ont toujours des contacts, des investisseurs qui attendent, une fois élus, ils viennent investir. Si c'est le cas pour Deoka Songo, si peut-être qu'il aurait des contacts des Turcs ou qu'il aurait des investisseurs turcs, est-ce que cela pourrait être un problème? C'est un atout, c'est un avantage pour la ville de Kinshasa. Qu'on nous dise, ceux-là qui prétendent être gouverneurs comme lui ont combien de contacts? Ils ont quel carnet d'adresse? Ils ont quel agenda? Donc ça, ce n'est pas un péché, parce qu'ils pourraient mettre au profit de la ville de Kinshasa ces contacts. Oui, d'accord. Pour finir. Oui, parce que j'ai une relance. On dit qu'il faut faire confiance à la jeunesse. On a connu autant de jeunes dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si extraordinaire qu'il faut continuer à faire confiance aux jeunes, même si nous nous recrutons nous-mêmes dans cette tranche d'âge? Oui, mais je ne fais pas l'avocat de Deoka Songo ou son porte-parole, mais vous vous rappellerez que Deoka Songo est le partenaire de plusieurs banques commerciales ici à Kinshasa. Je ne vais pas les citer. Presque toutes les banques commerciales de Kinshasa lui font confiance. Alors pour mériter la confiance des banques, il faudrait que vous ayez la crédibilité. Deoka Songo, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est lui, sur fonds propres, qui a inventé Showbiz, la référence de salles VIP pour accueillir des conférences, des réunions de haut niveau ici à Kinshasa. On dit qu'il n'en est qu'un simple gestionnaire. Pas du tout. J'ai vérifié et je m'en suis rendu compte qu'il en est le propriétaire. Et donc, il y a là un investissement prospect qui a réussi, qui peut servir d'étude, qui peut servir d'étude. Si à 40 ans, il a réussi à être un homme d'affaires prospère, il a réussi à créer une société qu'on appelle Showbiz et d'autres sociétés que je ne vais pas citer ici, qu'est-ce qui pourrait ne pas nous pousser à croire que s'il a la province de ville de Kinshasa, il ne ferait pas quelque chose de mieux? Il t'a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu, mais j'ai accédé
j'ai accédé à son CV, j'ai accédé à son parcours, j'ai accédé à son profil. Contrairement à des garagistes, je trouve qu'il a l'expérience, il est respecté par les milliers des affaires et je crois que s'il a la vie de Kinshasa, il peut faire quelque chose. Surtout que c'est un Kinois. Est-ce qu'il a le soutien de Ça, c'est l'UDPS? de deux. Les soutiens politiques. Ouais. Les soutiens politiques, c'est quelque chose qui s'entretient. Est-ce qu'on peut beau avoir un CV c'est quelque à chose revendre, mais qui si on n'a pas de s'entretient. soutien politique? Le soutien ici, je crois que l'IDPS, comme tous les Congolais, devrait avoir le même souci de voir la vie de Kinshasa changer. À l'IDPS, je respecte les cadres qui sont là-bas, mais je crois que le chef de l'État pourrait beaucoup plus tirer profit avec Deoka Songo à la tête de la vie de Kinshasa plutôt qu'avec quiconque d'autre. Et à ce titre, je crois que l'IDPS devrait lui apporter son soutien parce que ceux qui se présentent comme des l'IDPS, ils ne sont pas sérieux et la plupart d'entre eux ont démontré de leurs limites par rapport à l'expérience de gestion que nous connaissons. Prenez par exemple, j'ai dit... Pour terminer, parce que... J'ai dit, il y a un concept peut-être qui a choqué beaucoup de gens. J'ai dit qu'il était un novice. Oui. Mais beaucoup de gens ne m'ont pas compris. C'est ça, justement. Avant d'interpréter le propos, il faut pénétrer la pensée de son auteur. J'ai parlé de l'homme nouveau. En latin, on dit homo novus. En politique, par moment, nous avons besoin du sang neuf. Nous avons besoin des hommes nouveaux. Quand vous vérifiez dans le parcours de Deoka Songo, c'est un politique qui est correct. Il n'a jamais détourné. Il n'a jamais été impliqué dans les scandales de détournement. Il n'a jamais été impliqué dans le populisme. Il n'a jamais été impliqué dans la jouissance, bien qu'ayant le moyen de le faire. Il n'est jamais dans « m'as-tu vu ?» Et c'est un homme nouveau en politique. Un homme nouveau, c'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas trempé, quelqu'un qui n'est pas corrompu. Parce que la politique congolaise corrompt. Merci bien, Patrick. Et lui, il n'est pas corrompu. C'est un homme nouveau. Un homme novus. Homo novus. À ce titre, dans les soucis de préserver son image, en tant qu'homme nouveau en politique, il peut changer quelque chose. Parce qu'il sait que s'il échoue à la tête de la vie de Kinshasa, une fois élu, cela pourrait avoir des effets d'entraînement sur l'image qu'il a au niveau du monde des affaires. Parce que les hommes d'affaires tiennent beaucoup sur leur image, parce que de cela se dégage la crédibilité. Et donc, il a intérêt, parce qu'il en va aussi de son image, il en va aussi de l'image de la jeunesse qui doit réussir. Nous avons besoin d'une ville qui doit changer. D'un homme avec des atouts, avec des compétences, qui doit adapter la vie de Kinshasa à l'évolution des autres villes du monde. Nous sommes en retard. Pour cela, nous devons nous rattraper. Et je crois que le profil de Deoka Songo, je ne suis pas un électeur, mais je le recommande vivement aux élus provinciaux d'évaluer tous les candidats et de comprendre où se trouvent les atouts et les intérêts de la ville pour que finalement nous ayons quand même ne monopolisez pas la une parole. ville qui doit changer. Ça, c'est le très radical Patrick Lokala qui dit ce qu'il pense. Évidemment, il a mené une enquête qui a abouti à quelque chose. Comme on a dit dans... Je voudrais juste ajouter il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Vous voyez par exemple cette histoire du stade de Stade Raphaël. Oui. On a dit qu'on a donné à Deoka Songo a échoué. On a même dit qu'il aurait détourné l'argent. J'ai mené aussi une enquête là-bas. Je me suis rendu compte que Deoka Songo voulait en fait donner à ce stade de Tata Raphaël l'image qu'il mérite. L'image d'un stade historique qui a accueilli le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Il a investi près de 800 000 $ américains pour faire des travaux avec l'État et présenter un stade historique aux Congolais et au monde. Mais vous savez que l'État à l'époque avait nommé un DJ qui a pu détourner et l'argent de Deoka Songo et l'argent de l'État. Il est allé faire des boîtes de nuit à l'extérieur du pays. Pour nuire à Deoka Songo, aujourd'hui on dit qu'il a échoué dans la rénovation du stade des Martyrs, alors que c'est lui qui est la victime. Ce sont de pareilles choses qui détruisent parfois l'image des acteurs politiques. Et heureusement que j'ai fourré un peu mon nez dans cette affaire. Revenez-nous avec d'autres éléments. J'ai éclairé la lanterne de l'opinion par rapport à ces accusations gratuites contre Deoka Songo. Oui, Kinshasa mérite mieux. Pour l'instant, nous n'avons pas de consigne à vous donner. Mais nous estimons qu'il nous faut un bon gouverneur. Parce que quand on a un mauvais gouverneur, ça fait partie des 5 ans de nos vies qui seront encore gâchés. Non, il faut qu'on se rébelle un peu.
Quand je dis se révéler, cela ne signifie pas rejoindre... C'est révolté. Dans la brousse, comme on dit d'ailleurs de India Omari qu'il a rejoint Corneille Nangaa. Non, c'est faux, totalement faux. India Omari est à Kinshasa. Il n'a jamais effectué un seul déplacement. Je l'ai même eu ce matin au téléphone. Il est à Bandal, chez lui, comme toujours. D'ailleurs, on aura émission avant la fin de la semaine. Il y a un autre jeune qui monte. Mais Mikolo Naza Koyoka, bah, il y a beaucoup de spéculations autour de sa personne. Guy Loando, je crois qu'il doit être parmi les jeunes ministres du gouvernement sortant, où ils ont expédié les affaires courantes. Makambo Bimi, t'es qu'on en Équateur, ils ont corrompre les députés provinciaux pour attirer Motonaye gouverneur. T'es qu'on a Saliboy. Pendant les élections, on a vu des jeunes gens se filmer dans une pièce. Le bité biso, tous allés battre Guy Loando. Ah, automoni, na ba manifestation contre les ambassades, ba tumususu. Ba qui ko manifester? Ba za ko tumba, ba za ko panza biloko bato. Ba mi bengi bato à Guy Loando. Comment on peut être jeune et accepter que son nom soit cité dans des affaires aussi obscures? Non, mais écoutez, peut-être le raisonnement n'est pas bon. A-t-il accepté que son nom soit cité dans des affaires sales comme ça? Je ne pense pas. Guy Loando, beaucoup de gens le connaissent, mieux que moi. Mais moi, j'analyse comme un observateur indépendant. Oui. J'ai vu les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux comme quoi il aurait corrompu députés provinciaux pour Atia Motonaye. À Équateur. Avec des signatures qui sont parfois signé des signatures. Il y a des documents en circulation. C'est un document qui a été monté par les laboratoires occultes, sataniques, diaboliques. L'intention à nuire. Et je vais te dire raison pour laquelle Bazo Lukaba nuire Nagui Loando dans moment où. Pourquoi? Je vais vous donner le. Allez-y. Mais c'est le positionnement. On sait qu'il y a un gouvernement qui est en voie d'être formé. Et que lui, politiquement, il est correct, il n'a pas détourné, quoi que ce soit. On lui a donné un ministère là de l'aménagement du territoire. Zéro détournement là-bas. Par contre, il a changé beaucoup de choses. Il a rénové même les bâtiments là-bas. Et donc, c'est pour fondeur craint que le chef de l'État a renouvelé confiance. On a coupé ça y est, ministère parce qu'il a un poids politique maintenant. Ok. Il a ramené des députés à l'Union sacrée. Il y a des députés qu'il a ramenés à l'Union sacrée. C'est comme ça que l'adversaire va monter Kouana pour Nakubebi Salokumu Naye. Un groupe de gens se sont réunis dans une chambre. Des ressortissants de l'Équateur. Et se sont fait, et même des députés provinciaux, et ont signé au nom des députés provinciaux qui ne leur ont même pas donné mandat. Et ils ont pris le soin de balancer ça sur les réseaux sociaux. Comme le crime n'est pas parfait, quand on vérifie la liste des gens qui ont signé, Batomsou va signer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on dit que ce sont des députés provinciaux. C'est un montage grossier. Ça, c'est de deux. Et histoire où on a une machine à voter. Comme on alertait beaucoup sur les machines à voter. Et les adversaires des uns et des autres en ont profité pour baby sabayi. Oui, on a vu des jeunes gens dans une vidéo. Depuis quand avez-vous vu Bazako Sale et la machine à voter dans une chambre. Balobi Zagui. Depuis quand Omoni Moutako yi balobi ke nazo yi ba s'est filmé. Est-ce que Baïba qui bazo yi? Oui, mais c'est ça. Mais Zaki acte. Yo individu aux ana machine dengenine. Ce sont des gens normalement constitués qui se filment en train de poser des actes contraires à la loi. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Guy Loando bengi bata pesi bangombongo. Bo kende bozo machine, bo somba yango, bo voter pour nanga et bo se filmer pour moi et diffuser ça sur les réseaux sociaux. Donc il n'est pas l'auteur, il n'a pas financé ça. Cette campagne a été financée par ses adversaires. Donc il y a des gens qui ont toujours trouvé des machines à voter. Je vais encore vous donner la raison. Tu viens ici à Kinshasa, un jeune qui se filme, il dit j'ai été envoyé par Guy Loando pour contester contre Mindele Koube Bisabiloko. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Même pour faire un montage, ça demande un peu d'intelligence, non? Qui peut croire à ça? Qui peut croire que c'est Guy qui aurait été derrière cette histoire-là? Pourquoi tout ça? À l'Équateur, le Grand Équateur, il y a un problème de leadership. Le leader à Kalabasila, il y a le leader à Sikabaye. Alors Guy fait ombrage Guy fait partie à leader et à Sika. À ses aînés. Ouais. Guy fait partie à leader à Sika. Guy
a été millionnaire avant d'atteindre ses 42 ans. Millionnaire! Azana Mbongo. On a mobile na Mbongo na ye. Parce que c'était un avocat d'affaires. Mbongo na obino na yeko sala apostolat na politique. C'est comme ça que nous avons toujours besoin des hommes d'affaires en politique, des hommes nouveaux. Azu Mbongo na ye. Obino ngai mboka na ya konyokama, je laisse mon argent, je viens servir. Pas pour me servir comme le feraient d'autres politiques. Je viens servir. J'ai sacrifié mon temps. Yakosala Mombongo na yeko sunga bandeko nangai. C'est comme ça qu'il est venu na Équateur lokola sauveur ndeko Jean-Pierre Kayembe. Na Chouapa kune pa na ye, frontière avec les Sankuru. Atunga Assemblée nationale, Atunga Assemblée provinciale, pardon. Atunga Assemblée provinciale, Atunga gouvernorat. Oye na Équateur, même pas sa province. Atungila bango a rénova Assemblée provinciale. Azotonga stade moderne kuna na Mbandaka. Alors, OK. Le fait qu'a posé un acte ébélé dans le Grand Équateur et créé Kobanga auprès des anciens leaders qui ont échoué, notamment Ndeko Willy Bakonga. Un Willy Bakonga qui est parti d'un ultra-kabiliste aujourd'hui à un extrémiste tshisekediste. Il est devenu plus tshisekediste que Kabouya lui-même. Comment prouver que c'est lui qui est derrière cette campagne? Je n'ai pas dit que Yende Aza derrière. Oui. Dans le but, parmi la Zoua, il y a monté à puissance, il y a Willy Bakonga. Parce que Willy Bakonga est en perte de vitesse. Au regard, il y a démêlé judiciaire au regard, il y a transhumance, population, il y a Grand Équateur, sanzier. Alors, le cas Basanzi, il y a l'ingine province Équateur, ancienne province Équateur, et la orpheline. Merci. Mais comme il y a un jeune leader à Kobotama, non seulement à Kobotama, à poser un acte, à Kobanga disparition, c'est comme ça qu'il veut exister à travers le nom de Guy Loando. Beaucoup de gens pourraient dire qu'il serait soupçonné à cause de la Sima Babilokwana. Je n'affirme pas. Mais, comme c'est lui, ne jalousé mingi Guy Loando, bah te belé ba croire que yene mutako financer campagne à diabolisation contre M. Continuez les enquêtes. Et nous continuons les enquêtes. Et donc deux raisons, réseau Aliboso, positionnement dans le Grand Équateur. Aujourd'hui, c'est les jeunes en vue, les jeunes les plus respectés, au moins même le vieux Bemba. Malgré la résistance, c'est ça qui au début, mais à se plier, à commis que ça m'a comme sous, pour accepter, à commis que ça là on a Guy Loando, pour pas accepter. Alors, Willy Bakonga, au lieu de comprendre ça et de capitaliser l'énergie à Sika, a commandé le cola kolinga ko combattre yé. Mais, bako banga pe le cola yé, mokonzi amboka yebi ke na Équateur mikolo, le Grand Équateur, se résume en la personne de Guy Loando. Alors bako banga ke quota, la part du lion. Oh, bah ça na ba province, notamment la Grande Équateur. Ezongelaye. Comment faire pour nous bloquer, pour créer moi bah évidemment on a compris. Et le jeu tellement que bah ça lango avec moins d'intelligence, je crois que le chef de l'État ne fera même pas. L'émission est finie pour aujourd'hui. Merci à tous, à chacun d'avoir pris le temps de nous suivre. On est resté que dans les faits. Juste factuel. Ouais. Portez-vous bien, continuez à vous abonner. On vous attend. À demain pour une nouvelle émission. Bonsoir.